Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ordre de lecture. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo qu'on vous avait promis, qu'on a beaucoup travaillé sur Daredevil. On va revenir un peu sur toute la création du personnage, sur les grands événements majeurs de la parution avec les runs de Nocenti, de Miller, Bendis, Wade, beaucoup de choses. La vidéo a mis un peu plus de temps à arriver, on a voulu vraiment vous la préparer au maximum pour avoir une vidéo qui puisse vous aiguiller et qui ne soit pas juste des recommandations personnelles de nos goûts. Parce que ce n'est pas le but de vidéos dans ce genre, c'est vous conseiller avant tout, plutôt que de dire j'ai aimé ça ou j'ai aimé ça. On va être deux sur cette vidéo parce qu'il y a pas mal de travail, et on va commencer tout de suite avec le Quentin qui va vous parler des débuts. Et donc nous allons commencer par la création du personnage. Alors Daredevil, c'est un personnage qui est créé par Stan Lee et Bill Everett en 1964. Alors Bill Everett, c'est peut-être pas un dessinateur que vous connaissez beaucoup, c'est un dessinateur qui va créer en fait le personnage de Namor dans les années 40-50, donc vous savez le personnage du Submariner durant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait qui après ça en fait ne va pas forcément produire beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et que Stan Lee admire beaucoup, et en fait Bill Everett est parti travailler un petit peu dans la publicité, et Stan Lee a énormément envie de travailler avec lui. Stan Lee à ce moment-là, donc du coup il a déjà relancé, en fait, créé l'univers Marvel avec les 4 Fantastiques, avec les premiers Avengers, avec le Spider-Man et tout ça, et en fait beaucoup de gens en fait le critiquent un petit peu, parce qu'ils disent qu'il a toujours un petit peu le même schéma de création de héros, c'est toujours un petit peu des personnages monstrueux qui vont naître de l'atome, de ces choses comme ça, on peut penser à Hulk, à Spider-Man, aux X-Men, et donc lui il a envie un petit peu de changer, en fait, d'essayer d'apporter quelque chose de plus, et donc il se dit en fait qu'il va prendre un personnage justement qui va avoir un handicap physique. Et du coup, c'est ce qui va amener à la création de Daredevil. Donc Daredevil, il est créé par Stan Lee et par Bill Everett, mais également en fait un petit peu aidé parce que Bill Everett ne pouvait pas tout faire en fait sur le moment, c'était avec des délais assez serrés, et du coup, alors on ne sait pas exactement qui a fait quoi, mais entre dans la création en fait Jack Kirby et Steve Ditko, du coup, donc Jack Kirby qui a créé pratiquement tous les personnages Marvel, Steve Ditko, créateur de Spider-Man et Doctor Strange, donc, et qui vont aider notamment à la création du costume de Daredevil, qui, vous le savez, à l'origine, Daredevil n'est pas en rouge, il est en noir et jaune. Quelque chose qui sera très vite changé, parce que du coup, parce que les lecteurs se plaignaient de cette couleur, et que du coup, Stan Lee s'est dit, bon, du coup, on va faire du rouge. Pourquoi pas. Et donc du coup, ça va amener aux premières années du personnage, du coup, qui sont un petit peu du classique, mais du coup, qui sera un petit peu différent, du coup, de fait que c'est un personnage qui a un handicap physique. Donc du coup, juste pour finir sur les petites anecdotes, Stan Lee, en fait, avait extrêmement peur, en fait, d'être beaucoup critiqué, parce que lui, qui n'avait pas de handicap, en fait, créait et parlait d'un personnage qui en avait, et en fait, il a été très rapidement surpris, en fait, que beaucoup d'associations lui ont envoyé des lettres pour le remercier, en fait, du personnage de Daredevil, de Matt Murdock, et de montrer un personnage, en fait, avec un handicap positivement, et de montrer en fait que même au-delà de sa cécité, Daredevil peut réussir dans la vie et être un personnage modèle pour tout un tas de gens. Mais du coup, malheureusement, du coup, Bill Everett en fait ne va pas rester sur le personnage extrêmement longtemps. Il va très vite en fait laisser sa place en tant que dessinateur parce qu'il ne peut pas tenir les délais. Et du coup, on va arriver un petit peu à la période, disons, classique du personnage, qui va être repris en fait au dessin. D'abord, dans un premier temps, par John Romita Sr., le fils le père de Junior, qui reviendra plus tard sur le personnage et qui, de son aveu lui-même, en fait, va être un des personnages qui va le plus aimer en fait mettre en scène. Il aime vraiment beaucoup Daredevil et il va vraiment apprendre à l'aimer au fur et à mesure. Il va pas rester beaucoup sur le personnage, il va rester une petite année, mais ça va lui permettre d'imprimer un petit peu sa marque sur Daredevil avant de partir pour remplacer Steve Ditko sur Spider-Man. La petite anecdote, c'est que du coup, dès cette époque-là, en fait, John Romita Sr. va demander l'aide de son fils, qui reviendra quelques années plus tard pour dessiner aussi des grandes heures du personnage, et notamment en l'aidant à concevoir les histoires sur les trajets en voiture, notamment. Il parle beaucoup de ça. Et donc du coup, voilà, et après, du coup, très rapidement, Daredevil va trouver son auteur de croisière en la personne de Gene Colan. Gene Colan, du coup, qui va être le grand dessinateur de Daredevil un petit peu pendant toutes les années 70, et qui va apporter en fait beaucoup plus une identité un petit peu plus noire en fait à la série. Il va, avec beaucoup de scénaristes, notamment Mark Wolfman ou Jerry Conway, qui vont l'assister, il va vraiment apporter ce côté beaucoup plus
polar un petit peu noir, partir un petit peu des choses d'origine qui étaient plus légères, plus super-héroïques, et pour tenter d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Ça sera pas forcément ce qui va être par la suite, mais ça va être un premier pas pour le personnage d'aller vers quelque chose de l'avant, et d'aller vers des choses beaucoup plus sombres et beaucoup plus matures. Gene Colan, il dit que lui, vraiment, quand il dessinait Daredevil, il dessinait pas pour des enfants, il dessinait pour des adultes, et c'était quelque chose qui était assez rare à l'époque, parce que les comic books c'était vraiment quelque chose qui était à l'origine pour les enfants, et donc voilà. Et du coup, Gene Colan va terminer son run, du coup, qui va durer, où il va avoir 2 fois, il va partir des années 1965 à 1975, et après il va revenir un petit peu de 1978 à 1979. Mais 1979, ça va être l'année du changement pour Daredevil, car ça va être l'arrivée d'un jeune prodige du doux nom de Frank Miller. Et maintenant, du coup, en 1979, est l'arrivée d'un jeune prodige du grand Frank Miller sur le personnage de Daredevil. Alors, Frank Miller, à l'origine, lui, en fait, il connaît pas forcément Daredevil, c'est un personnage qu'il connaît rapidement de vue. Lui, Miller, il connaît surtout Spider-Man, qu'il a envie de dessiner, c'est vraiment un de ses héros préférés. Mais du coup, très rapidement, en fait, on va pas forcément lui laisser le choix, et on va le mettre au dessin de Daredevil, avec au scénario Robert McKenzie. Et du coup, il va signer les premiers travaux de Frank Miller sur Daredevil. Du coup, tout ça, en fait, a été regroupé dans un petit icons que vous voyez ici, où du coup, c'est réuni que les travaux de Frank Miller en tant que dessinateur sur Daredevil. Mais en fait, très rapidement, Miller, en fait, va se plaindre des scénarios qui... Alors, c'est un petit peu la légende, on sait pas vraiment si c'est vrai, mais en tout cas, de ce qu'on sait, Frank Miller n'est pas très content des scénarios, il trouve que c'est vraiment pas terrible. Lui qui ne connaissait pas Daredevil, du coup tombe amoureux du personnage en le dessinant, et trouve qu'il a le potentiel pour devenir un vrai héros hard-boiled, en fait, comme lui il aime de romans noirs américains. Et du coup, il va proposer à Marvel, en fait, de prendre complètement en charge le dessin du personnage, et en l'écrivant et en le dessinant. Du coup, ça va mettre fin à cette période-là de Daredevil, et on va arriver sur ces 2 premiers icons qui sont disponibles chez Panini Comics, où Frank Miller va devenir dessinateur et scénariste du personnage de Daredevil. Du coup, c'est vraiment dans ces épisodes-là que Daredevil va être complètement révolutionné, où on va amener un vent totalement nouveau sur le personnage. Miller va lui vraiment impliquer tout un côté vraiment noir, sombre. Il va l'ancrer dans le New York, en fait, de la fin des années 70, début des années 80, lui à New York, qu'il connaît puisqu'il y vit et qu'il a vraiment envie de retranscrire ce qu'il y voit. Il va amener à l'univers de Daredevil, il va créer au tout début de son run le personnage de Elektra, qui est en fait une ancienne flamme de Daredevil, son ancien amour de jeunesse, qui en fait depuis est devenue une mercenaire pour le compte de la main, et va en fait du coup se confronter au personnage de Daredevil dont elle ignore l'identité secrète. Et en même temps, on va voir l'ascension du personnage de Wilson Fisk, du caïd et du crime dans la pègre new-yorkaise, et ce qui va de plus en plus l'amener à devenir l'ennemi juré de Matt Murdock de Daredevil. Donc, du coup, ça, c'est vraiment des épisodes mythiques qui vont rendre Daredevil extrêmement populaire, extrêmement puissant. Ça va vraiment rendre le personnage génialissime. Enfin, Miller a vraiment fait un excellent travail. Plus ça avance, du coup, plus on va voir aussi l'implication de l'encreur Klaus Johnson, qui va devenir comme le double de Frank Miller en fait sur le dessin. Et ils vont tous les deux vraiment apporter des choses fantastiques. Du coup, pendant plusieurs années, Miller il va rester pour une première fois en fait de 1979 à 1986 sur Daredevil, et il reviendra un petit peu plus, et qui va conclure en fait sa grande saga de Daredevil en 1986 par l'arc Born Again, le légendaire arc Born Again, sans doute considéré comme l'une des meilleures histoires jamais racontées dans un comics de super-héros. On va voir justement le caïd mettre Daredevil plus bas que terre, complètement le détruire psychologiquement, avec cette case notamment légendaire qui a été reprise un nombre incalculable de fois, et où du coup Daredevil va côtoyer le pire, mais va renaître de ses cendres et va revenir pour reprendre son rôle de justicier sur Hell's Kitchen. Miller il va aussi inculquer un côté très religieux à Daredevil, c'est lui qui va en faire un catholique convaincu, et donc c'est quelque chose du coup qu'on retrouve beaucoup, comme vous voyez sur la couverture, et qu'on va beaucoup retrouver dans ses écrits.
Donc la saga Born Again, elle est disponible dans le 3e Icons de Daredevil par Frank Miller, avec du coup à la fin une série pour laquelle il reviendra plus tard, qui est The Man Without Fear, dont mon collègue vous parlera un tout petit peu plus tard. Mais du coup, ça va être la fin de la première période de Frank Miller sur Daredevil. Frank Miller, du coup, il va faire un petit peu autre chose, mais il va revenir sur le personnage en 1993 jusqu'en 1994, et où il va signer le roman graphique Elektra renaît à la vie. Elektra renaît à la vie, en fait, ça va être une manière pour Miller de faire un petit peu ses adieux, d'une part au personnage de Elektra qu'il a créé, et qu'il a, qu'il a tué, en fait, durant son run, mais qui, depuis, il est revenu un petit peu, et du coup, Miller n'est pas forcément très joasse de voir le personnage revenir alors qu'il avait décidé de le tuer. Et du coup, il va faire, en fait, cette histoire dans laquelle il va montrer un Matt Murdock complètement endeuillé par la mort de Elektra, par la mort de la femme qu'il aime, et qui va le voir en fait passer par toutes les étapes en fait de la dépression, où en fait Matt voit tous les soirs dans ses rêves Elektra pourchassée par toutes les âmes, en fait tous les hommes qu'elle a assassinés, et du coup ça va l'emmener dans une grande histoire. Là, avec ce récit, en fait, vous allez retrouver un Miller plus en plus à l'aise au dessin. C'est un Miller pré-Sin City, et du coup on va, dans ce roman graphique là, on voit vraiment la mutation complète de son style entre la fin de tout ce qu'il a pu faire sur Batman The Dark Knight Returns et toute la poésie et toute la transcendance qu'il va mettre dans son dessin sur Sin City. Donc du coup c'est vraiment un album qui fait la synthèse de ces deux styles, et qui est vraiment, vraiment sublime, extrêmement mélancolique. C'est peut-être aussi l'un des travaux les plus sensibles qu'a jamais fait Frank Miller, tout confondu. Donc du coup, celui-là, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez peut-être passer à côté, mais qui est vraiment un indispensable sur le personnage, et qui sera l'un des tout derniers travaux de Frank Miller sur le personnage de Daredevil. Mais pas totalement le dernier, car il va réaliser le légendaire Man Without Fear, que mon collègue va vous parler tout de suite. Et oui, parce que c'est en 93 que Miller reviendra une dernière fois pour un baroud d'honneur sur Daredevil, avec, non à des moindres, Man Without Fear, l'homme sans peur, un récit incroyable et iconique de Daredevil, avec Frank Miller donc au scénario et John Romita Jr. au dessin. Alors, pour la petite anecdote, à la base, ce ne devait pas être un comics sur Daredevil, c'était John Romita Jr. qui voulait absolument travailler avec Frank Miller, qui l'avait contacté, il lui avait proposé de faire un roman graphique sur Wolverine. Ce à quoi Miller a répondu non, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai quand même envie de travailler avec toi, on va travailler plutôt sur quelque chose de plus intéressant, on va travailler sur du Daredevil. Et Miller s'attelle à écrire un comics incroyable sur les origines de Daredevil. En fait, ça va être toute une origin story, donc qui va poser les bases qui sont encore aujourd'hui assez tenues. C'est vraiment, il a repris des éléments qui existaient déjà, les éléments de Bill Everett, avec le fait qu'il soit aveugle, à cause d'un accident, produit chimique, son père qui est boxeur qui meurt, tout ça. Mais là, ça va donner beaucoup plus de substance. Ça va nous donner vraiment des clés de compréhension de pourquoi Matt Murdock est ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est devenu avocat, pourquoi est-ce qu'il est devenu Daredevil. C'est tout un récit initiatique. On va voir Matt Murdock de très jeune à Matt Murdock en plein dans son rôle de Daredevil, qui ne va pas être un chemin de tout repos. Il va commencer du coup avec son père qui va se faire assassiner après un match de boxe. Matt Murdock va décider d'aller le venger, ce qui poussera à commettre un acte dont il n'arrivera pas à se remettre pendant très longtemps, qui vont le pousser à dire « je ne dois pas utiliser mes capacités, mes pouvoirs pour faire le bien, j'y arrive pas, j'ai échoué en fait, avec cette scène notamment. » Et on va le suivre avec les enseignements de Stick, la rencontre de Elektra, la rencontre de Foggy Nelson, et ses tout débuts en Daredevil. C'est peut-être un des meilleurs travaux de Romita Jr., très honnêtement. Alors, je suis pas particulièrement fan de son style, mais je dois avouer que là, on est vraiment à un moment où, à la fois, il a un style propre à lui qui est très affirmé, et aussi il essaye de
de rendre hommage au style de Miller, ce qui donne un récit vraiment très fort, très puissant, notamment avec des planches très iconiques de Daredevil, ou ici du Caïd par exemple, et c'est vraiment un indispensable. C'est disponible dans 2 éditions qui sont l'édition Must Have à 15€, et vous pouvez le retrouver aussi dans l'édition Icons Volume 3, si jamais vous voulez vraiment tout Frank Miller, vous avez quasiment tout là-dedans, à part petit Elektra et René à la vie, mais en tout cas c'est vraiment un indispensable. Mais après Miller, il se passe beaucoup de choses, et notamment la relève avec Ann Nocenti, dont mon collègue va vous parler. Mais donc, du coup, revenons un petit peu en arrière, en 1986, du coup, après la grande saga Born Again, Frank Miller part de Daredevil, et du coup, c'est à Marvel de trouver un remplaçant pour le personnage. Du coup, le run qui suivra, le grand run qui suivra, ce sera le run de Ann Nocenti. Mais du coup, avant de parler un petit peu plus directement de ce qu'elle a écrit, j'aurais voulu revenir un petit peu sur la carrière de cette autrice que vous ne connaissez peut-être pas forcément, parce qu'elle est assez rare, finalement, dans le milieu de la bande dessinée. Donc, à l'origine, Ann Nocenti, c'est pas vraiment une grande lectrice de comics. Elle va surtout découvrir, en fait, le comics par l'underground américain lorsqu'elle est à la fac. Elle est une grande fan de Robert Crumb. Et du coup, elle va découvrir tout cet univers et comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le format de la bande dessinée. Il y a beaucoup d'histoires, de très belles histoires qui peuvent être racontées. Et du coup, en fait, elle va, après ses études, en fait, partir et devenir, en fait, en 1980, éditrice chez Marvel. C'est comme ça qu'elle entre dans le milieu. Donc, du coup, elle est d'abord éditrice, en fait, de plutôt petite série, notamment la série Rome, qui parlera aux fans de Lug, ou du coup le personnage des Defenders ou de Spider-Woman, et très rapidement, en fait, elle va prendre du galon et elle deviendra l'éditrice de toutes les séries un petit peu regroupant l'univers X-Men. Du coup, à l'époque, dans les années 80, les X-Men, c'est la grosse licence de Marvel, donc du coup, c'est un très gros rôle qui lui est confié. Mais du coup, en fait, c'est comme ça qu'elle va devenir scénariste, notamment en scénarisant quelques séries, notamment sur le personnage de Longshot, si vous vous souvenez de cette excellente série. Du coup, elle, après, comment elle va se retrouver sur Daredevil ? Elle va se retrouver sur Daredevil, en fait, parce qu'à l'origine, Miller, il a envie, en fait, de faire une dernière histoire sur Daredevil avec son poteau Walter Simonson. Sauf qu'en fait, du coup, c'est un projet assez ambitieux, ça doit être 2 épisodes oversize, et... sauf que du coup c'est un projet qui prend du retard. Pendant ce retard, Marvel du coup a besoin de publier des choses sur Daredevil, et il demande à l'auteur Steve Englehart, le scénariste Steve Englehart, de scénariser la série. Steve Englehart, il a un grand projet pour Daredevil. Lui, à ce moment-là, il scénarise les West Coast Avengers. Et en fait, il a comme projet de faire venir Daredevil sur la côte ouest et de le faire intégrer en fait avec la Black Widow, qui était son ancienne copine avant que Elektra arrive dans sa vie, et de le faire intégrer l'équipe et de faire tout un run sur la relation entre les 2 personnages. Sauf que dans les épisodes un tout petit peu avant, Ann Nocenti en fait fait des épisodes de trous pour combler, et elle change en fait la relation entre Daredevil et Black Widow. Du coup, les 2 personnages se fâchent et ça met complètement à l'eau le projet de Steve Englehart. Car à l'époque, on est très attaché à respecter en fait chaque chose qui est faite et vraiment être dans la continuité de chaque épisode. Steve Englehart, complètement dégoûté, claque la porte, dit à Marvel je te quitte, moi non plus, je t'aime, moi non plus. Et c'est donc Ann Nocenti qui, un petit peu malgré elle, va se retrouver sur Daredevil. Mais quel parcours pour nous livrer de si beaux épisodes sur le personnage. Ann Nocenti, elle reprend Daredevil alors qu'il est un petit peu au plus bas. Il a été rayé du barreau de New York, et il a commencé à ouvrir avec son amie Karen Page un centre pour recueillir un petit peu les sans-abri, toutes les personnes un petit peu en marge de la société américaine et de New York, et pendant lesquelles en fait Daredevil les conseille en fait juridiquement un petit peu en sous-main. Donc du coup ça va être le début de l'histoire. La première chose à laquelle elle va confronter Daredevil, c'est que du coup le barreau de New York n'est pas très content que Matt Murdock continue à exercer le droit sans leur autorisation.
car notamment il va prendre en charge une affaire qui va d'une association écologiste qui se plaint des déversements en fait, des déchets d'une grosse entreprise dans les eaux de New York. Du coup, on va lancer dans un espèce de petit thriller justement sur cette entreprise. En même temps, Daredevil va être confronté à un nouveau personnage, le personnage de Typhoid Mary, une assassin engagée par le caïd pour éliminer Daredevil. Et en même temps, le personnage de Matt Murdock va également se confronter à des, à la pègre, à des mercenaires new-yorkais. Innocenti, c'est quelqu'un qui est plutôt politiquement à gauche. C'est quelque chose qui va vraiment se ressentir dans ces épisodes de Daredevil, parce que du coup, comme vous avez peut-être pu le comprendre, elle va beaucoup parler d'écologie, de nucléaire, dans ces histoires. Notamment, ça commence, le début, la première page de son run est assez explicite là-dessus, et elle va du coup beaucoup parler de ça, elle va beaucoup parler des gens, des gens plus bas que terre, des gens... des gens à l'écart de la société, en fait, des miséreux, et de montrer Daredevil vraiment comme un héros social qui prend en charge les petites gens. C'est vraiment, au contraire de Frank Miller, qui lui va plutôt verser dans quelque chose de très réaliste. Innocenti, elle va pas hésiter à mettre des choses un petit peu plus poétiques, à s'ancrer un petit peu plus dans le fantastique, parfois sur Daredevil, ou en tout cas à amener le personnage à la lisière du fantastique, et qui va en faire pour moi vraiment un run vraiment fantastique, beaucoup plus sensible que Miller, hormis justement sur le Elektra que je vous ai présenté plus avant, et vraiment un très très beau run de Daredevil, qui est souvent pas forcément le plus connu, parce que passer après Miller, qui a révolutionné ces personnages, c'est pas forcément le meilleur truc, mais je vous conseille plus qu'ardemment ces deux icons qui compilent ces épisodes. Et du coup, juste pour terminer, allez du coup épaulé par John Romita Jr. qui fait ici ses débuts sur Daredevil, et qui, comme sur Man Without Fear, est vraiment à son plus haut. Il est notamment ancré par Al Williamson, qui était notamment connu parce qu'il est un des grands dessinateurs de Star Wars et un des grands auteurs de Star Wars chez Marvel. Du coup, après ça, Daredevil va passer un petit peu d'auteur en auteur, et va arriver du coup la renaissance de Kevin Smith. Et oui, car en 99, Daredevil est au plus bas. Et il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin d'un renouveau qui va être confié à Kevin Smith. Alors avant de vous parler de Kevin Smith et de son Daredevil, d'abord je vais vous mettre un peu en contexte. La fin des années 90 est très dure pour Marvel. Les comics commencent à avoir du mal à se développer, à acquérir de nouveaux lecteurs. Les projets de cinéma s'effondrent, les licences sont revendues à des studios tiers, et Daredevil fait partie des héros vraiment qui sont plus bactères. Du coup, il y a toute une collection qui va être lancée par les éditeurs, qui est la collection Marvel Knight, une nouvelle période éditoriale qui va montrer des héros beaucoup plus sombres, beaucoup plus durs. Et un de ces héros, qui va être un fer de lance de cette collection Marvel Knight, ça va être ce Daredevil avec Sous l'aile du diable, Guardian Evil en VO. Ça, c'est l'édition VO. Pourquoi je vous la montre? Parce que il n'est pas encore disponible en français pour l'instant. Il arrive le 8 décembre en must-have, mais on voulait quand même vous le présenter un peu et vous montrer des images. Donc c'est donné à Kevin Smith avec Joe Quesada au dessin. Et Kevin Smith, c'est pas un scénariste de comics, c'est un cinéaste, et oui, c'est un réalisateur. Kevin Smith, il fait partie de cette nouvelle vague du cinéma indépendant américain qui a été beaucoup lancé avec Miramax à l'époque, qui s'était fait connaître avec des films incroyables comme Clerks ou comme Dogma, comme Mallrats, si vous connaissez, avec un super caméo de Stan Lee. Et c'est quelqu'un qui est profondément geek, qui est profondément fan de comics et qui adore les super-héros, dont Daredevil, qui va lui être confié. Il va se mettre à l'écriture de ça et pondre 8 numéros qui sont tout bonnement incroyables, avec un Joe Quesada qui est super en forme au dessin. Alors c'est très très ancré dans les années 90, mais c'est vraiment magnifique. Si vous aimez cette période, c'est génial. Et en fait, ça va raconter du coup un nouveau départ pour Daredevil, où tout va bien dans sa vie. Il est avocat, il est avec Foggy, mais il n'a plus aucune nouvelle de Karen, qui va ressurgir d'un coup d'un seul pour
avoir un destin assez tragique, je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir un peu ça. Et Kevin Smith en fait va s'amuser à faire deux choses: jouer avec les histoires d'amour de Matt Murdock, donc le retour de Karen, l'implication de Black Widow, mais aussi dans un autre style d'amour, l'amour maternel avec le retour aussi de la mère de Matt Murdock, qui est cette femme qu'il a abandonnée quand il était jeune pour rentrer au couvent. Et ça va parler d'une deuxième chose, ça va parler de religion. Kevin Smith, c'est quelqu'un qui est profondément catholique, enfin qui a été élevé en tant que catholique, et Daredevil dans les comics, c'est quelqu'un qui est aussi catholique. Il va s'amuser avec ça en questionnant le personnage sur ses croyances, sur sa religion, en lui confiant un bébé qui sort un peu de nulle part et qui est censé être la réincarnation de Jésus. C'est quelque chose qui a des proportions très bibliques dans le comics, et on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Je vous montre pas les pages suivantes parce que ça commence un peu à spoiler, mais juste, va y avoir plein de héros qui vont arriver. C'est une très bonne porte d'entrée fin des années 90, début 2000 pour Daredevil. Quand ça ressortira en 8 décembre, on vous en reparlera bien sûr, parce que c'est un petit must-have, c'est pas pour rien que ça sort dans cette collection, à avoir. Et c'est une période très intéressante. Mais Kevin Smith ne va pas aller plus loin que 8 numéros et va laisser la main à un autre auteur qui va faire beaucoup pour le personnage de Daredevil, qui encore aujourd'hui est considéré comme un des plus gros faiseurs sur Daredevil avec Frank Miller. Il s'agit ni plus ni moins que de Brian Michael Bendis. Mais avant de passer à la suite, effectivement cette vidéo fait 25 minutes et c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une deuxième partie qui sortira normalement demain, qui reviendra sur la période beaucoup plus moderne donc de Daredevil, avec le début de Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Charles Soule, Mark Waid et tout ça. C'est à retrouver bien sûr sur la chaîne Original Comics, et on a hâte de vous retrouver pour la suite de cette vidéo.